Souvent, moi, ce qui est arrivé dans des cas de personnes de couleur, c'est un appel que j'avais de l'extérieur. Des gens, des religieuses ou qui étaient proches des parents de ces gens-là qui étaient incarcérés, qui m'appelaient et qui disaient écoute, il y a quelqu'un, là, il s'appelle tel nom, il purge une sentence de vie. Pourrais-tu aller voir comment ça se passe? Parce que on dirait que, c'est personnel ce que je veux dire là, mais on dirait que les parents sont un peu plus éloignés, les ressources sont moins présentes, mais ça, il faudrait que ça me soit confirmé. Alors, ils veulent que j'aille les voir, puis après ça, que je donne les nouvelles, mais c'est ça. J'identifie ces gens-là avec les gens d'extérieur souvent. Et à partir de là, quand que je rencontre ces gens-là, ils travaillent avec moi. Il y a un suivi qui se fait, puis qui se continue, puis d'un pénitencier à l'autre, le suivi continue. Beaucoup pensaient qu'ils ne pouvaient pas réussir dans le sport parce que ils pensaient que comme ils fumaient, ils ne pourraient pas continuer et tout. Mais jamais aussi on leur dit, ben, tu sais que si tu arrêtes de fumer aujourd'hui et que tu t'entraînes bien dans 6 mois, peut-être que tu retournes au niveau où tu étais avant de fumer, etc. C'est plus, moi je pense que c'est plus le lien qu'il faut travailler pour pouvoir rester avec la personne et puis l'aider à cheminer à sa vitesse. Jerry, je ne peux pas te présenter sans dire deux mots sur ton parcours. Tu as été membre d'une gang de rue extrêmement dangereuse. Tu as pris des balles dans ton corps. Tu as pu survivre à tout cela. Tu as fait des études universitaires. Il y a beaucoup de jeunes qui sont dans les gangs de rue, qui sont tentés par des gangs de rue, qui ont beaucoup de mal à comprendre ça. Comment tu as fait pour entrer dedans, sortir de là, faire des études universitaires et devenir aujourd'hui écrivain? Je me suis retrouvé avec un groupe de jeunes et on était obligés vraiment de nous regrouper ensemble, après l'école surtout, pour nous protéger parce qu'on se faisait attaquer à tout instant. On était vraiment vulnérables. Et alors je me rappelle aussi, il m'appelait Chocolat. L'autre aspect qui m'a vraiment poussé vers la délinquance, c'est surtout le traitement des policiers envers les jeunes noirs. À chaque fois que j'allais chez moi, je me faisais harceler toujours par les policiers. J'étais expulsé de la commission scolaire de Montréal pour un crime que je n'avais pas commis. Et alors, à l'âge de 16 ans, pas de moyens pour continuer mes études. Je n'avais rien du tout. Et dans ma tête, je me suis dit, mais si je ne peux pas continuer mes études et je ne peux pas vivre dans la pauvreté parce que je connais bien meilleur qu'en Haïti, alors je n'avais pas d'autre choix que de m'engager dans des activités pour m'aider à en sortir de la pauvreté et tout. Mais alors la délinquance était devenue la solution à mon problème. Mesdames, messieurs, il est courant, comme vous le savez, vous qui êtes parents mais aussi professionnels, il est très courant d'entendre des jeunes, surtout des jeunes adolescents, se plaindre de certaines attitudes de leurs parents. Lorsqu'il s'agit des jeunes de la communauté haïtienne de Montréal, nous savons par des recherches qui existent que ces jeunes, en même temps qu'ils contestent l'autorité des parents, surtout à l'adolescence, reconnaissent aussi l'importance de la famille, l'importance des valeurs familiales de leur culture d'origine. Trouvez-vous un lien entre la situation parfois difficile des jeunes et ce que leurs parents vivent eux-mêmes en situation, en contexte migratoire? Des jeunes qui n'arrivent pas à trouver une affiliation dans la famille. Ça veut dire un sentiment d'appartenance. Je fais partie de cette famille-là. Cette famille-là vit d'une certaine façon. Donc, quand il n'y a pas ce sentiment d'appartenance, quand la famille n'arrive pas à être un lieu d'ancrage pour les jeunes, ils partent. Et en allant à l'extérieur comme ça, donc il leur faut trouver un endroit pour dormir, manger. Alors, ils sont exposés, ils rencontrent n'importe qui. Et ça, ce sont les enfants, ils deviennent des enfants exposés. Exposés à quoi? Exposés à la drogue,
exposés à la prostitution, exposés à des maladies comme le sida, donc exposés à des groupes de violence, des gangs. Alors c'est tout ça justement qu'il faut tenir compte. On recherche toutes les ressources existantes pour ce jeune-là. Il faut appeler les parents, d'où l'importance des parents de collaborer avec le système. Parce que sans les parents, on peut aider les jeunes, mais il y a beaucoup de choses vraiment que c'est le parent qui peut apporter avec le service correctionnel pour l'aider. Alors ce qu'on fait, on vérifie au niveau des parents, on vérifie au niveau de toutes les ressources qu'un jeune a. Il y a des programmes aussi pour voir la problématique du jeune et les programmes qui peuvent être administrés. Alors, c'est les besoins et les risques. Alors, une fois que le jeune rentre, on étudie des cas par cas. Comment répondre à des situations pareilles? Et votre travail, précisément, c'est un travail pour essayer d'apporter un certain nombre de réponses. Dans votre travail, comment faites-vous? Qu'est-ce que vous proposez aux jeunes et aux familles? C'est que quand on a des jeunes qui se trouvent dans des situations aussi complexes et difficiles, que ce soit en fait à la maison, à l'école, en fait, nous considérons que ce n'est qu'un symptôme d'un problème plus général, d'un problème familial. Donc c'est sûr qu'il faut prendre ce symptôme-là en main, il faut prendre ça en considération. Il faut travailler avec le jeune. Et ça se fait très bien en fait dans les écoles, en fait dans les CLSC et même dans les organismes communautaires. Il y a des gens qui font un travail excellent. Mais par contre, nous, on vient en complémentarité à ce genre de travail-là. La complémentarité, c'est de rencontrer les familles. C'est d'aller sur le bobo. Si le jeune est à l'extérieur, si le jeune est à une place dangereuse, c'est parce qu'il ne trouve pas sa place dans son milieu naturel qu'est la famille. Il y a le problème de manque d'implication de certains parents dans la vie scolaire des élèves. Et ensuite, il y a encore ce qu'on peut appeler le manque de ressources intercommunautaires, normalement à l'intérieur même des cadres d'intervention auprès de ces jeunes-là. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous autres, là, intervenants, travailleurs sociaux, tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider à s'intégrer dans cette société-là? Alors, un jeune qui vit dans le chômage ou les parents qui vivent ici n'ont pas la reconnaissance des acquis. Ils viennent ici, ils ont des diplômes, ils ne travaillent pas dans leur domaine. Il y en a beaucoup qui vivent dans le chômage. C'est tout ça qui peut amener un jeune à se sentir exclu de cette société-là. Je suis persuadé que si une famille, le père ou la mère seule ou le père seul, si la famille est solide et équilibrée, ça va moins aller sur les enfants. Et les enfants seront plus stables aussi. Mais nous avons constaté au fil du temps que les parents sont complètement dépassés par les événements. Et soit parce qu'ils travaillent, soit parce qu'ils ne connaissent pas la situation réelle du système scolaire québécois, soit aussi qu'ils ne sont carrément pas intéressés ou fatigués ou je ne sais trop. Mais chose certaine, on ne sent pas cette préoccupation des parents de réellement vouloir trouver des solutions pour aider certains jeunes. Et certes aussi que certains peuvent penser que des jeunes ne sont pas intéressés, mais je ne suis pas prêt à dire ça. Il y a beaucoup de jeunes qui sont intéressés à leurs études, qui eux-mêmes sont perdus. Ils ne s'y retrouvent pas, il y a un manque d'explication, un manque de compréhension. Et pour ce faire, il faut qu'il y ait quelqu'un à la maison pour les suivre. En effet, ce n'est pas toujours facile, docteur. Vous avez toutes sortes de chocs dont on parle. Choc climatique, choc culturel. Il y a même des auteurs qui parlent du choc discriminatoire. Le fait, par exemple, que vos enfants seront toujours vus comme des Noirs avant d'être vus autrement. Mais une fois ici, les relations entre les jeunes, prenons les jeunes de la communauté haïtienne d'ici, qui vivent ici, les différents problèmes qu'ils ont, à la fois dans leur relation avec les parents, dans leur relation avec l'école, dans leur relation avec la société d'accueil. On entend souvent, à Saint-Michel précisément, où vous travaillez, il y a eu coup de poignard, il y a eu tir d'armes à feu, etc. Comment expliquez-vous cela dans la situation d'ici, pour des jeunes qui vivent ici? Je crois que il y a d'abord un problème d'identité culturelle.
les jeunes se retrouvent entre deux cultures. Culture d'accueil et culture du pays d'origine. Les jeunes n'arrivent pas à savoir, en fait, qui suis-je culturellement. Souvent, en fait, il y a une certaine réticence vis-à-vis de la culture d'origine dans la famille, ce qui provoque souvent, en fait, des chocs culturels dans la famille. Un choc culturel intrafamilial, où les parents, en fait, prennent position, où les parents veulent vivre, en fait, selon la culture du pays d'origine, et les jeunes qui arrivent avec la culture du pays d'accueil. Donc, ça, là, ce choc culturel, là, des fois, ça fait des dégâts. Donc, de la violence, des jeunes qui se font mettre à la porte, ou bien qui partent d'eux-mêmes de la maison, et qui se trouvent, en fait, en situation de danger, d'exposition. Et puis, le plus souvent, ce qui se passe aussi, les jeunes, à l'adolescence, traversent une crise identitaire, où ils disent que c'est quand même plus difficile pour les jeunes issus de l'immigration qui traversent cette crise-là. Parce que ce qui arrive, ils sont pris dans le choc culturel, où ils se trouvent avec des parents qui ne veulent pas ressembler à leurs parents. Ils ne voient pas de modèle apparent dans la société. Alors, les autres qui cherchent, ils se retrouvent, ils vont chercher d'autres modèles. Et on sait qui représente les modèles pour ces jeunes-là, c'est les Américains. Ce n'est pas seulement un problème d'Haïtiens, ce n'est pas un problème normalement d'un type d'individu donné, mais on peut dire que c'est un problème à caractère social. C'est la société, d'après nous, qui engendre ces genres de difficultés-là. Je vais vous rappeler ici quelque chose. En Haïti, il y a aussi pour l'éducation des jeunes, depuis le très bas âge, un espace socio-communautaire qu'on appelle la cour, en créole plus ou moins, le lacour. Si on vous demandait de comparer un petit peu ce sentiment d'appartenance, comment les gens vivent dans le plan d'habitation ici et le lacour haïtien, qu'est-ce que vous diriez à ce sujet-là? Je dirais qu'on a dû certainement involontairement transplanter le phénomène parce que les jeunes ont vraiment, les jeunes et les parents aussi ont vraiment développé ce sentiment-là que tout se passe ici. Et je vous dirais, moi je peux vous parler pas tellement des familles, des mères, mais plus des adolescents en tout cas, qui ont vraiment intégré ça. C'est leur endroit, ça leur appartient, c'est à eux, hein? Et je vous dirais, à la limite, quelqu'un d'extérieur va même entrer à l'intérieur de ce quadrilatère-là, qui est le parc d'HLM. Et puis, ils vont tout de suite le repérer. Ils vont tout de suite être inquiets de qui vient, pourquoi et comment. Ils sont... c'est vraiment leur espace. C'est vraiment leur espace et c'est vraiment leur... tout se passe à l'intérieur. Quand vous parlez du lakou, ben c'est exactement le lakou. C'est toute la famille réunie dans un espace bien déterminé. Il y en a de moins en moins malheureusement, hein, parce qu'avec l'immigration des gens, en fait, donc les lakou se rétrécissent et disparaissent. Mais justement, cette notion, ce concept de lakou en Haïti, c'est exactement en fait, l'espace d'affiliation. On se reconnaît dans cet espace géographique et dans cet espace familial, culturel. Vous savez, dans un lakou, il se passe beaucoup de choses. Tu sais, les parents vont travailler, mais les enfants sont là en sécurité. Dans un lakou, c'est un lieu de religion, de croyance. Eh bien, les jeunes et les adultes de la communauté haïtienne connaissent des situations et des expériences difficiles, comme cela arrive à tout le monde en contexte migratoire, des études l'ont prouvé. Mais ici, dans la situation particulière du Québec, la société d'accueil nous donne parfois l'impression d'être complètement dépassée par un certain nombre de problèmes que connaissent ces jeunes et leurs parents. Alors, on se retrouve avec des solutions extrêmes du genre tolérance zéro, mais des solutions qui, comme chacun le sait, n'apportent aucune vraie solution au problème. Alors, la question que je voudrais vous poser est la suivante.
d'après vous, en tant que parent et en tant que professionnel, quelles sont les solutions nouvelles ou, je ne sais pas, complémentaires qu'on devrait apporter à la situation des jeunes d'origine haïtienne ici à Montréal, ici au Québec? Lorsque la société véhicule des modèles qui sont basés que sur le matérialisme et puis que c'est ceux qui ont le plus d'argent qui sont considérés comme ceux qui ont réussi, on ne peut pas demander aux enfants qui voient ça après de respecter quelqu'un. Si c'est les modèles qu'on leur impose et c'est dans ça qu'on les élève, il faut s'attendre à ceux qui essayent d'atteindre ces objectifs-là, quels que soient les moyens. Ce qui est très important, c'est donner de l'amour à vos enfants, parce que le plus souvent, ce qu'ils vont rechercher, c'est ça. Leur parler, leur dire qu'ils sont bons, les encourager. Et s'ils entreprennent quelque chose, il faut les soutenir. Il faut continuer ce que nous faisons d'abord, et ensuite, il faut utiliser les ressources qui existent. Il faut donner de la place justement à des gens en fait, qui développent une certaine expérience en fait, dans ce qu'ils font par rapport en fait, à l'adaptation et à l'intégration en fait, des communautés autres, des communautés culturelles. Et ils ont besoin aussi d'encadrement, ils ont besoin de gens qui soient capables de les entendre et qui puissent faire le lien entre l'école, la famille et eux-mêmes. Il faut y croire, il faut travailler, il faut être persévérant, il faut croire en ses rêves. Mais il ne faut pas que le rêve devienne une pensée magique. Il faut que le rêve soit construit jour après jour avec ténacité, persévérance et énormément de sacrifices. Selon moi, ça